Bonjour à tous, bienvenue sur Sois sage et parle fort. Je reviens aujourd'hui pour un nouvel épisode en compagnie de Lorelai, que je vais laisser se présenter. Lorelai que je connais depuis 2019. On s'est rencontrés dans le milieu professionnel et en fait, on s'est jamais perdu de vue. Donc, on a travaillé ensemble pour plusieurs médias. À l'époque, on était toutes les deux en poste. Mais je vais laisser la parole à Lorelai, puisqu'on a beaucoup de choses à dire. On en a parlé un peu en off avant de comment on va cadrer les choses, parce qu'on va partir dans beaucoup de sujets. On va essayer d'être clair. Donc, en tout cas, merci Lorelai d'être venue jusqu'à chez moi et bienvenue. Merci de me donner l'opportunité de faire mon premier podcast de toute ma vie. Premier. Et pourtant, tu es dans le journalisme depuis beaucoup d'années. Ouais. Mais tu es de l'autre côté. Ouais, je suis souvent de l'autre côté. Soit de la caméra, soit du micro, soit du papier. Voilà. Ok. Donc Lorelai, comment tu pourrais te présenter si je te connaissais pas? Personne te connaît. Qui es-tu? Qui je suis? Alors déjà, j'ai 36 ans. Je suis journaliste et ça, c'est vraiment un truc que je pense qui me caractérise. C'est que voilà, j'avais pas prévu de faire ça dans mon enfance. J'ai longtemps dit que je ferais pas ça, que je ferais totalement autre chose. Et en fait, maintenant, c'est une évidence que j'aime mon métier, mais je le fais aussi évoluer de la manière dont j'aime faire les choses. Mais c'est quelque chose qui me définit vraiment, je crois. Voilà. Après, pour me présenter, je crois qu'il est important que je dise que j'ai 2 petites sœurs. Okay. Une qui est petite, qui a 15 ans. Et que j'adore plus que tout au monde. C'est un peu un mini-moi fusionnel. Donc ça, c'est un peu une grosse partie de ma vie aussi. Et tu vis en France? Je vis, oui. Juste à côté de Paris, à une station de Paris, depuis très, très, très longtemps. Du coup, toi, ta spécialité, donc tu te sens journaliste. Bon, en fait, en réalité, tu fais plein de choses différentes. Mais de base, tu te sens journaliste, tu as des positions quand même assez engagées. On aura le temps d'en parler. Ouais. On s'est rencontrés lorsqu'on travaillait ensemble dans un groupe média. Et toi, tu écrivais principalement sur de la beauté et tu écris encore beaucoup sur de la beauté. Et moi, j'écrivais sur plusieurs autres choses, des sextoys, de la beauté, plein de choses différentes. Et pourquoi on a accroché? Je pense qu'on était un peu les vilains petits canards. Ouais. On était les vilains petits canards. Alors, si on se place du point de vue des autres, on était les vilains petits canards. Ouais. Et de nos managers respectifs et de notre entourage. Oui, toi, tes managers, moi, ça bien. Allait. Je pense que c'était plutôt d'autres managers qui gravitaient, qui disaient « Mais qui est cette fille ?» Moi, c'était un peu moins le cas. Enfin, ça a été pendant très longtemps, j'ai eu des managers très soutenants, aidants, etc. Et puis, ça a été moins le cas après. Et puis, du point de vue aussi de nos collègues, des gens qui nous entouraient dans l'entreprise, je pense qu'on était effectivement les vilains petits canards. Alors, pour la précision, c'est des médias féminins. Moi, je dirais plutôt qu'on était un peu des zèbres. Ouais, mais en fait, finalement, c'est marrant parce que même dans notre manière d'être, en fait, après, on a commencé à se connaître un peu plus et on était assez solitaires et on n'était pas dans le même délire que les autres personnes de l'équipe. Enfin, pour schématiser un peu, dans le journalisme, j'ai déjà fait un épisode sur le sujet, mais c'est un milieu quand même assez particulier. Là où on était, c'était pas un média poubelle. Franchement, c'est des beaux médias. Il y a des beaux articles qui sortent, il y a de la belle qualité, mais c'est plus l'environnement du média. C'est assez particulier. Et je pense que nous, on avait ce côté un peu décalé d'être plus sensible. Ouais. D'être très sensible. Ouais. Oui, à la fois, oui, je pense qu'on était décalés sur plein de points. Déjà, on était toutes les deux à notre niveau très engagées dans notre travail, je pense. Enfin, j'en suis sûre. Mais qui dit aussi très engagé, dit qu'on y mettait beaucoup d'énergie, peut-être parfois trop, et que du coup, ça nous sensibilisait plus que les autres, pour qui, c'est un métier chouette, mais
reste un métier et en fait qui part du principe que tu travailles pour vivre. Et nous, on a un peu ce côté de on vit pour notre travail. Donc du coup, là, on s'est retrouvés aussi, c'est que on avait besoin de faire du sport pour évacuer. Et du coup, on s'est aussi beaucoup retrouvés entre midi et 2 pour faire des séances de sport. Ouais, carrément. Ouais. Et après, en fait, toi, t'es partie un peu avant moi. Enfin, t'es partie. Bon, ça s'est arrêté. Ouais, je suis partie parce que de toute façon, j'avais plus vraiment le choix. Et que de toute façon, c'était plus vivable pour ma santé, ni mentale, ni physique. Donc voilà. Mais et en fait, après, il y a eu beaucoup de départs, le tien. C'est ça. Après, on est tous partis du navire au vu d'un rachat énorme en fait du groupe dans lequel on travaillait, qui a été racheté par un très grand groupe et où on savait que les conditions n'allaient certainement pas être bonnes. Déjà qu'elles n'étaient pas incroyables, mais on s'est dit on part et on a bien fait, je pense. Et du coup, tu t'es lancé complètement à ton compte, même si tu étais peut-être déjà bien. Enfin, tu bossais déjà. Je sais pas si tu étais complètement. En fait, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai commencé en tant que freelance. Et ce qui est bizarre, parce que moi, je m'étais toujours vue comme quelqu'un de assez angoissé sur l'argent et qui, du coup, avait besoin de stabilité. Et en fait, j'ai commencé en tant que freelance parce que j'ai pas eu le choix, parce que quand tu sors de tes études, c'est un peu... trouver un job dans le milieu du journalisme ou de la com, c'est quand même pas simple. Donc j'ai commencé en tant que pigiste, pas par choix. Et en fait, très très vite, j'ai adoré ce côté je bosse pour plusieurs personnes, je bosse un peu chez moi, un peu dans des cafés, etc. La mobilité que ça me donnait. Et à un moment, on m'a proposé un poste à mi-temps, que je pensais être une sorte de petit CDD pour enclencher des projets. Et en fait, j'avais pas compris, mais c'était un CDI. Et ça s'était présenté en plus, vraiment, il y avait tout qui... c'était vraiment un peu une opportunité de rêve, on va dire, parce que déjà, voilà, moi, j'ai pas postulé pour ça. En fin de C'était compte, dans quel secteur ? C'était sur la beauté. Ah oui. Pour Beauté Test. Et donc, l'idée, c'était qu'il me voulait à mi-temps. Puis, en fait, il m'avait même... c'était ma boss de l'époque, avec qui je travaillais déjà sur un autre média avant qu'il changeait de poste et qui a voulu m'amener avec elle en disant voilà, moi je veux travailler avec Lorelai et personne d'autre. Et en fait, vraiment, j'avais les conditions de rêve parce qu'on m'a dit tu bosses, on te fait un contrat à mi-temps. Et vraiment, c'était dealé avec mon employeur qui savait ce que je faisais, pour qui je bossais. Donc vraiment, puis une super ambiance. Beauté Test, c'était le moment où en gros c'était les débuts et du coup t'as un petit peu t'as vécu le lancement de Beauté Test jusqu'à son explosion qui a été un très gros site à un moment donné. Ouais. Et donc voilà, je pigeais à côté. Et puis en fait, au bout de... je me suis vraiment, dès le départ, investi beaucoup sur ce site, beaucoup plus que ce que mon contrat me demandait. Ce qui fait que... Et en fait, la personne avec qui j'étais arrivée justement sur mon poste, pour le coup, elle n'a pas du tout accroché avec le site. Je l'ai remplacée pendant 3 mois parce qu'elle a été absente. Et puis en fait, après, elle a dit je m'en vais, ça me va pas. Donc en fait, au bout de même pas 18 mois, je suis passée de rédactrice à mi-temps à rédactrice en chef adjointe du site. En fait, j'ai été adjointe de moi-même. Oui. Je n'avais personne. Donc en fait, j'étais rédactrice en chef. C'est juste que j'avais à peine 30 ans et qu'eux, ils flippaient un peu de me dire on va la mettre. Parce que rédactrice en chef, t'es censée du coup chapeauter aussi toutes les autres rédactrices, choisir un peu les thématiques, les angles, etc. Et c'est une charge, à mon avis, énorme. Ouais, puis j'avais le côté... c'était vraiment un site sur lequel on construisait un média de zéro, parce qu'il n'y avait pas de partie média avant sur le site, même si le site avait déjà une grosse histoire derrière lui. Il fallait que je construise une équipe, il fallait que je développe le côté commercial. Je suis pas commerciale, donc je faisais pas ça toute seule. Que le site soit rémunéré, mais en fait, pour qu'on gagne de l'argent, pour qu'on développe la notoriété du site, etc., il fallait que je m'investisse sur toutes ces parties-là que je n'avais jamais faites. Ouais. J'avais les contacts, mais j'avais jamais eu ce genre de discussion. Voilà. Du coup, jusqu'à présent, même si aujourd'hui tu écris sur quand même pas mal de thématiques connexes à la beauté, à savoir la santé, la médecine esthétique, etc., le cœur au départ c'était la cosmétique. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce secteur-là
C'est vrai que assez rapidement, je me suis intéressée à la formulation des produits et Tu t'es rendu compte que c'était pas vrai? ouais, qu'il y avait vraiment voilà de tout. Après moi je suis pas extrémiste là-dedans, mais il y a beaucoup de tout, ouais, il y a un peu de tout, puis il y a surtout des discours qui sont Faux. qui sont ouais ou qui sont vraiment accentués sur un truc qui devrait pas l'être. Et du coup voilà, moi je suis plus partie sur ce genre de recherche où j'aime bien regarder ce qu'il y a dans les compos, j'aime bien comprendre comment sont faites les choses, pourquoi. Et maintenant, je suis plus sur des sujets de fond où j'explique. Alors, je fais un peu des guides d'achat où j'explique comment choisir les bons produits et pourquoi ils sont bons et pourquoi ils sont moins bons. Mais je suis aussi, enfin voilà, j'aime bien être un peu la petite souris qui va voir les usines et qui comprend comment c'est fait et qui explique au grand public voilà, comment c'est fait. Et je crois que c'est aussi, donc c'est une évolution personnelle de mon métier, mais c'est aussi une évolution de l'intérêt du public, parce que de plus en plus, c'est vrai que quand j'ai commencé, je pense que les gens étaient beaucoup moins regardants là-dessus, et en fait, il y a eu un essor de la cosmétique bio, un essor des applis qui décryptent les formules. Bon, je suis pas hyper fan de ces applis, mais en fait, le résultat, c'est que le grand public s'est quand même intéressé un peu plus à ce que contenaient les produits et a envie de savoir ce qui se met sur la peau tous les jours, de comprendre si c'est dangereux, pas dangereux, et puis voilà, d'être un peu plus regardant sur ce qu'il met. D'un point de vue, comme tu dis, l'essor du bio, la prise de conscience aussi des enjeux écologiques, il y a un petit peu tout qui s'est fait en même temps. Ça s'est manifesté aussi dans l'alimentation, les étiquetages, les applis Yuka et compagnie. Et du coup, ça s'est fait aussi dans la cosmétique, et de ce qu'on met sur notre peau a un impact sur notre santé, notamment les perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on arrive à une espèce de marché qui est saturé de énormément de marques en matière de beauté qui font finalement toutes la même chose, enfin beaucoup, qui font beaucoup la même chose, à savoir du bio, du certifié, du vegan, du machin. Après, il y a différents courants, mais grosso modo, ils font beaucoup, ils ont tous la même, pas tous, mais ils ont le même angle, on va dire, de produits sains, respectueux. Donc on a un marché qui est saturé, vraiment. Moi, si demain je devais lancer une boîte, je ne ferais pas une marque beauté, parce que ça serait, franchement, c'est pas possible. Il y en a plein qui coulent d'ailleurs, il y en a énormément qui coulent. Et qui, malgré toute la bonne volonté qu'elles ont et les bons produits qu'elles font, aujourd'hui, en fait, il y en a tellement que c'est pas évident de s'y retrouver déjà en tant que consommateur. Et après, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a quelques marques, quand même, des très grandes marques, genre L'Oréal, Chanel et compagnie, qui gardent, on va dire, pignon sur rue. Mais je suis pas experte, mais je pense que même si elles sont très qualitatives peut-être sur les couleurs, etc., moi, je ne suis pas du tout une pro du make-up. Vraiment, je suis un peu une quiche. Mais je pense que si tu regardes un petit peu derrière, sur les formulations de certaines marques qui ont quand même pignon sur rue, je pense que ce n'est pas ultra clean. Et je pense aussi que les conditions de fabrication, d'un point de vue environnemental et éthique, ne sont pas non plus... Alors, j'ai pas tous les éléments pour dire telle marque, mais je pense que c'est pas trop ça. En fait, c'est un peu... rien n'est parfait de toute façon. Je suis un peu d'accord avec toi et pas d'accord, parce que en fait, il y a forcément... les grandes marques, elles fonctionnent parce que déjà, c'est la possibilité pour à peu près tout le monde de s'acheter un produit de luxe de manière à peu près abordable. C'est-à-dire que tout le monde va pas pouvoir s'acheter un sac Chanel ou un sac Dior. Ouais, je confirme. J'aimerais bien, mais moi, non, moi la je m'en première, fous. je peux pas. Moi, je m'en tape. moi, j'aimerais bien, mais tu vois, je peux. Ou alors, disons que si je mettrais pas tant d'argent dedans, voilà, quitte à dépenser autant, je vais faire autre chose. Mais et il y a beaucoup de gens comme ça qui adoreraient avoir un beau sac, un beau manteau, mais qui peuvent pas, et s'acheter un parfum Chanel ou ça reste possible. Ou voilà, une ombre à paupières Dior, ça reste quand même un peu plus dans le domaine du possible pour la plupart des gens. Tu pètes pas ton PEL pour ça, quoi. Voilà, donc ça va. C'est ça. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça marche beaucoup, parce qu'ils vendent du luxe, du rêve, et que voilà, ça répond à une demande un peu humaine de savoir se faire plaisir, d'avoir des beaux objets, etc. Ces grosses marques, en général, elles appartiennent à des gros groupes. Je ne sais pas si c'est à bon escient, mais en tout cas, comme ils savent qu'ils sont regardés, ils ont un peu peur des bad buzz, et ils vont pouvoir avoir le potentiel pour
faire de la R&D beaucoup plus simplement que des marques qui peuvent être connues, mais qui ont un pouvoir de dépenses, d'investissement beaucoup moins important. Et aujourd'hui, toi aussi, tu fais aussi parfois des sujets sur les compléments alimentaires et aussi sur la médecine esthétique. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ces sujets-là, dans ces thématiques ? Maintenant, je fais plus que de la beauté, effectivement. Je fais la beauté, du bien-être, de la santé. Oui, tu fais plusieurs choses. Un peu de psycho, de sexo. Et en fait, c'est vrai que je m'intéresse plus aux changements aussi profonds, qu'ils soient physiques ou mentaux, qui peuvent toucher les gens. Et alors, la médecine esthétique, je trouve que c'est passionnant parce qu'il y a une recherche derrière qui est assez intéressante au niveau des labos. Puis j'aime bien l'idée, c'est peut-être très futile, mais oui, de se dire, le vieillissement, vieillir, mais de la manière la plus efficace possible, c'est une idée qui me plaît plutôt bien. Ouais. Après, j'aime pas trop les extrémismes ou les excès d'injection, etc. Mais l'idée de pouvoir vieillir un peu sainement, ça, c'est quelque chose qui me parle. Il y a un truc que j'ai appris, d'ailleurs, par rapport au collagène, parce que le collagène, c'est un peu la tendance dont tout le monde parle en ce moment. Je ne sais pas quand sortira cet épisode, mais je suis contente de pouvoir en parler parce que j'ai plus de connaissances maintenant sur le sujet. En gros, il y a une grosse tendance pour le collagène sous forme de complément alimentaire ou sous forme de crème aussi, en fait, crème hydratante au collagène ou crème à l'acide hyaluronique, par exemple. Et j'ai eu l'occasion de faire une interview avec un médecin chirurgien esthétique. Il me disait qu'en gros, il y avait assez peu d'études pour l'instant qui avaient été faites à assez grande échelle pour qu'on voit l'impact des compléments alimentaires sur la peau, mais qu'à titre préventif, c'était pas con d'en prendre parce que dès l'âge de 25 ans, tu perds du collagène, en fait, qui est la protéine la plus présente dans le corps et qui contribue à l'élasticité et à la souplesse de la peau. Et je lui disais, mais alors quid des crèmes au collagène ? Il me disait, marketing, genre gros bullshit parce que ça ne rentre pas... Enfin, tu vas avoir effectivement ta peau qui va être peut-être hydratée parce qu'il y a d'autres actifs et qu'il y a des huiles hydratantes, nourrissantes, etc. Mais le collagène qui fout, déjà, ça fait que ton produit est beaucoup plus cher. Mais c'est surtout que c'est du gros marketing parce que ta peau ne va pas absorber le collagène pour le reproduire à l'intérieur et faire que ta peau est plus belle. Par contre, les injections de collagène qui vont directement dans la peau, là oui, ta peau, elle est en capacité d'avoir plus de collagène dedans parce qu'il est injecté. Tout ça pour vous dire que ne dépensez pas votre fric avec une crème au collagène. Une huile végétale, ça fait bien de l'effet. Je sais pas quel est ton point de vue dessus, mais du coup, sur ça, c'est pour ça que ce médecin esthétique que j'avais interviewé, c'était assez intéressant. Et il y a encore peu de temps, jusqu'à récemment, j'avais un œil un peu critique, entre guillemets, sur la médecine esthétique, de l'ordre du c'est pas naturel. Et moi qui suis assez, c'est pas que j'ai hâte de vieillir, mais je me dis que si un jour j'ai la chance d'avoir de jolies rides sur le visage, ça voudra dire que j'ai beaucoup rigolé et que j'ai beaucoup vécu et que, tu vois, il y a des personnes âgées, je trouve que leurs rides, c'est absolument magnifique. Et autant quelqu'un qui a 75 ans et qui est repulpé au Botox, mais je me dis, mais quelle horreur, tu vois. Mais par contre, je commence à envisager l'idée que, ok, sur effectivement combler des creux qui sont marqués, qui sont dus à la fatigue, peut-être que tu as des enfants, tu es hyper fatigué et tout. Tu vois, c'est plus quelque chose que je vois d'un œil négatif, comme je le voyais avant. Ouais, après, ça, c'est une question un point de vue qui est très, hyper très personnel. Et je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ouais. Vraiment, il faut déjà, il faut pouvoir se l'offrir parce que. Je connais pas les coûts, mais c'est quoi ? Ça coûte combien ? Une injection d'acide hyaluronique ou de Botox, c'est... Après, tout dépend de la dose dont on a besoin, parce que plus on est âgé, plus on a besoin de seringues, mais on est à peu près sur un coût de 400 €. La séance ? Ouais. Et il en faut beaucoup ? Il faut plusieurs ampoules si tu veux faire plusieurs zones du visage. Ah, la vache. Voilà, T'imagines 400 € un week-end à Madrid. Ouais, je sais pas, je vais attendre. Donc voilà, donc c'est assez personnel, mais si t'as la possibilité de te l'offrir... Mais c'est comme tout. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je suis assez dans la prévention. Je fais des choses qui, la plupart du temps, ne se voient pas pour bien vieillir. Mais par contre, j'ai une bouche qui n'a pas besoin d'être regonflée, mais
même si je faisais des injections dans la bouche, je ferais pas un volume surnaturel. Oui, voilà. Voilà, parce que je trouve que ça correspond pas à ce que j'aime. Après, voilà, si les gens veulent se faire vraiment des bouches très, très, très ourlées, très en volume, grand bien leur face. Ouais, c'est ça. C'est pas à mon goût. Après, par contre, je suis quand même assez persuadée que les médecins devraient avoir une éthique un peu plus respectée parfois. Autant, il y a des très très bons médecins qui vont être dans de très bons conseils et qui ne vont pas être dans l'abus. Autant il y en a, je pense qu'il y a, comme dirait une influenceuse que j'aime beaucoup et que je suis souvent, il y a des médecins qui devraient aller en prison, vraiment. Ah ouais ? Ouais, parce qu'il y a un moment, quand tu vois que la personne, c'est plus une quête d'esthétique, c'est maladif. Oui, tu devrais dire non. Je pense qu'en plus, alors je sais pas, c'est pas un truc que j'ai étudié, mais je pense qu'il doit y avoir des formes de troubles psychologiques pour certaines personnes. Enfin, tu vois, je veux bien qu'il y ait des personnes qui aient besoin de se sentir mieux dans leur peau, etc., et qui passent par la chirurgie esthétique. Autant il y a des situations où tu te dis, mais là, la personne, elle est défigurée, en fait. Genre, qu'est-ce qu'elle a cherché et en fait, c'est des gens qui, avant d'aller faire de la chirurgie esthétique, ils doivent aller voir un psy, en fait. Ouais, carrément. Mais c'est ça. Mais parce que tu as des gens qui sont tellement mal à l'intérieur qu'ils pensent que se refaire X choses, trucs, machin, du corps, ça va leur solutionner leurs problèmes, et qui se retrouvent à faire toujours et toujours plus de chirurgie pour combler encore et encore des trucs, qu'au final, à la fin, ils se retrouvent avec des fesses qui font 4 fois le volume d'un éléphant, des seins qui ne ressemblent plus à des seins, c'est des montgolfières. Et tu te dis, mais ok, et du coup, le médecin qui est en face, en fait, il est allé au bout du truc, tu vois, il l'a fait et il l'a fait payer. T'as des pays d'ailleurs où c'est vraiment à l'abus. Et là, je pense que les réseaux sociaux ont quand même contribué à ça aussi. Oui, complètement. Les filtres et tout. De toute façon, oui, maintenant, il y a beaucoup de même, surtout les jeunes personnes qui viennent voir un médecin avec leur téléphone en disant « je veux ressembler à telle personne ». Ouais. Et déjà, je trouve ça inquiétant. Ouais, c'est inquiétant parce que en fait, autant, par exemple, je sais pas, aller voir un chirurgien et lui dire, voilà, je trouve que ma poitrine est trop comme ci, trop comme ça, je voudrais la modifier. Je me sentirais mieux. Voilà, je peux tout à fait comprendre. Autant de lui dire, voilà, je sais pas quelle taille ça fait exactement, mais sur telle personne, ça j'aime bien en montrant des photos, je peux comprendre. Mais par contre, aller voir un médecin et lui dire je veux le nez de cette personne ou la bouche, je trouve ça très bizarre. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on est aussi dans une société où en fait les gens ont peut-être plus de mal à trouver leur propre identité parce que perte de repères, parce que plein de choses, plein de facteurs différents, et qui du coup en finissent par s'identifier à des personnes qu'ils prennent comme exemple. Si on prend l'exemple des enfants ou des adolescents qui du coup ont complètement évolué avec les réseaux sociaux et qui ont grandi dedans, nous les réseaux sociaux sont arrivés après qu'on ait fini de grandir grosso modo, mais t'as beaucoup de jeunes qui sont nés dedans et qui ont grandi avec ça et qui ont peut-être eu des figures parentales qui ne les ont pas protégés de ce qui s'y passait et qui se sont identifiés personnellement, psychologiquement, à des personnalités, à des influenceurs, à des discours, à des corps qui en plus étaient trafiqués par les filtres, etc. Et qui du coup se retrouvent avec une perte identitaire et avec ce besoin de, en fait, qui je suis, je vais être cette personne-là, tu vois. Oh là là, ce podcast part dans un truc psycho. Ouais, non, mais je pense que oui, c'est pas faux. Puis il y a aussi, les réseaux sociaux ont créé aussi une uniformisation de la beauté. Et c'est vrai et on a besoin un peu d'entrer dans des cases. Et parfois, quand on voit qu'on ressemble pas à la majorité des gens qui sont sur les réseaux, ça peut être hyper déstabilisant et on se sent pas à la bonne place. Et ça peut être tant physiquement que mentalement d'ailleurs. Ouais. Et mais c'est vrai que ça peut être dur de pas ressembler aux gens qui nous entourent en fait. Et c'est surtout que il y a ce besoin de rentrer dans des cases qui est, je pense, aussi un problème sociétal parce que finalement on conditionne les gens à être dans des cases et à correspondre à des idéaux et ça tu le retrouves partout parce que ça soit dans la manière que tu as de travailler, dans ton travail, dans tes relations, en fait tu as énormément de gens par exemple qui ont peur des relations parce que l'image des relations telle qu'elle est véhiculée par la société, franchement ça fait pas rêver. C'est des gens qui se disputent, qui divorcent et qui sont jaloux les uns les autres. Et du coup, comme la société compartimente les gens physiquement et psychologiquement et socialement et dans tous les plans, on est mis dans des cases avec des étiquettes. Toutes les personnes qui sortent
du lot qui sont trop sensibles, qui affirment des choses que les autres n'affirment pas, qui sont engagés sur des prises de position ou sur des visions de voir la vie ou de voir les choses, tout de suite, en fait, tu vois, c'est moins facile du coup pour ces personnes-là aussi de prendre leur place. On en revient au début du podcast où on se disait, oui, on n'est pas... On était pas un peu déconnectés des collègues qui nous entouraient parce que, oui, on n'avait ni la même manière de penser, d'exprimer les choses, ni la même manière de travailler, je pense. Et du coup, oui, on a été jugés pour ça.